Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler Tour de France, que même quand c'est fini, il y en a encore avec ce Tour de France et on va faire le bilan, c'est l'heure du bilan désormais, on a fait le bilan des équipes françaises, c'était hier, bien aujourd'hui on s'attaque au bilan du côté du maillot de meilleurs sprinteurs, du côté du maillot vert des meilleurs sprinteurs de ce Tour de France. C'est l'heure de faire un bilan des sprinteurs, de voir qui a réussi, qui s'est complètement raté, comment se sont comportés les Français. Et on commence tout de suite avec les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top au niveau du sprint, forcément le vainqueur du maillot vert, Peter Sagan. Peter Sagan qui a gagné un nouveau maillot vert. C'est son 7e maillot vert. Il a désormais le record. Il a dépassé Eric Zabel. Pas Rick Zabel. On en parlera tout à l'heure de Rick Zabel. C'est pas la même chose. Maillot vert qu'il a fait comme d'habitude en partant de temps en temps en échappée, en étant très régulier du côté des sprints. C'est pas le meilleur Tour de France de Peter Sagan au niveau des résultats du côté du sprint. Simplement, une victoire d'étape, c'était la 5e, 9 top 5. La victoire d'étape, c'était la... Non, c'était bien la 5e. Je pensais m'être trompé, mais non. Avec la Bora, pas forcément également très bien emmené. La Bora était un petit peu entre deux eaux. C'est-à-dire d'un côté, ils voulaient quand même bien accompagner Bourman ou Patrick Conrad, je sais pas qui était leur leader au début. Et puis, ils avaient également envie d'aider Peter Sagan. Peter Sagan, qui, on le sait, n'avait pas fait une très très grande saison jusque-là. Donc, ça sauve un petit peu sa saison, ce maillot vert. Après, du côté de Peter Sagan, il va falloir quand même réfléchir dans les années à venir. Parce que là, on a senti que face aux nouvelles pépites du sprint, il est en retrait. Donc, il faudra voir s'il arrive à trouver autre chose dans sa manière de sprinter, à retrouver un second souffle. Petaki avait réussi à le faire à une époque en remportant un maillot vert sur le Tour de France alors qu'on pensait que sa carrière était quasiment finie, qu'il avait été pris dans des affaires de dopage. Du côté de la LRP, LPR, je sais plus, Breaks, je sais plus comment s'appelait cette équipe. Il y avait Rebellin, une équipe de gens qui buvaient que de l'eau claire. Mais Sagan, il faudra qu'il retrouve un second souffle, sinon ça va être compliqué dans les années à venir d'aller choper un maillot vert, parce que Caleb Ewan s'est peut-être dit que maintenant il peut le faire, même s'il va falloir qu'il progresse dans la manière dont il passe les grosses montées, parce que autant il arrive à bien passer les petites côtes, les côtes rapides, autant en vraie haute montagne, j'ai trouvé qu'il avait un petit peu du mal. Eh bien, on vient d'en parler, le deuxième qui a réussi un bon Tour de France du côté des sprinteurs, Caleb Ewan. Caleb Ewan qui est la nouvelle référence du sprint. Désormais, sur les grands tours, il avait déjà réussi un bon Giro, 2 victoires d'étape, et puis une très difficile, où il y avait une bonne pente. C'était l'étape où Dumoulin avait abandonné. Enfin, l'étape où Dumoulin était tombé, pas celle où il avait abandonné, c'était celle d'après où le peloton s'était cassé en plusieurs bouts. Où il avait surpris Fabio Aru ce jour-là. 3 victoires, la 11e étape, la 16e et la 21e. Très belle victoire aux Champs-Élysées sur le sprint le plus ouvert, j'ai envie de dire, parce qu'il y a de la place pour tout le monde aux Champs-Élysées. On peut partir de très très loin et réussir à faire un top 5 ou partir de très proche et quand même réussir son sprint. Donc c'est toujours difficile de remporter le sprint aux Champs-Élysées. La 16e étape, il était vraiment au-dessus du lot. Et puis lors de la 11e, c'était un peu plus serré, mais voilà, un très bon Tour de France de la part de Caleb Ewan, qui finit 2e du maillot vert. Alors allons que vraiment très loin de Peter Sagan, mais il l'a pas vraiment joué le maillot vert, Caleb Ewan. Donc peut-être que l'année prochaine, ça pourrait être son objectif à Caleb Ewan, de se dire peut-être plus jouer les sprints intermédiaires et surtout tenter de partir en échappée lors de certaines étapes de montagne. Et puis il faudra qu'il passe un peu mieux la montagne peut-être, mais il la passe pas si mal que ça, ou cache bien son jeu en montagne, parce qu'on le sentait plutôt en difficulté. Et pourtant, il remporte ses victoires d'étape en deuxième partie de tour, 11e, 16e, 21e étape. C'est en deuxième partie de tour, il y en a même 2, c'est en 3e semaine. Donc c'est quand même quelqu'un qui a l'air d'avoir une bonne faculté de récupération, Caleb Ewan. On passe désormais aux équipes qui ont fait un résultat honorable, où ça a été un petit peu coup-ci, coup-ça pendant leur Tour de France. C'était pas fantastique, mais il y avait quand même du bon à retenir. Et on commence avec le coureur de la Jumbo-Visma, Dylan Groenewegen, ça dépend comment on le prononce. Une victoire d'étape, c'était la 7e, avec une grosse bagarre face à Caleb Ewan.
Ça n'a pas été un tour facile pour Dylan Groenewegen. Chute lors du premier jour. Et puis il a eu un petit peu du mal à s'en remettre de cette chute. Lors de l'étape 4, il n'est pas vraiment dans le coup. Puis en fin de tour, il a été un petit peu dans le dur. 5 top 5, 4 top 3 de la part de Dylan Groenewegen, donc une seule victoire. L'équipe en remporte une deuxième avec Mike Tennyson lors du premier sprint et puis également le contre-la-montre par équipe. Mais c'est vrai que la Jumbo, qui avait un gros collectif, avait ce problème-là d'avoir en même temps un leader pour la montagne, Kruijswijk, qui finit 3e, et puis de l'autre côté un leader pour le sprint. Et je pense que ça a pas trop gêné Kruijswijk. Par contre, ça a énormément gêné Groenewegen. Et on a senti qu'il n'a pas fait des très bons sprints, il n'était pas très bien placé souvent. Peut-être que le train aussi n'était pas exceptionnel. On sentait que Wout van Aert avait été remis un peu après. Ce qui fait que c'était pas toujours bien fait le travail de Wout van Aert. Il leur manquait Tony Martin dans le final parce qu'il était obligé de faire énormément de travail en début de journée, Tony Martin, et je pense que c'était une erreur de le faire travailler en début de journée. Puis il leur manquait 2 coureurs pour faire un vrai train. Et c'était Bennett et c'était notre ami le coéquipier de Kruijswijk qui avait George Bennett et Lorenz de plus. Voilà, je vais m'y retrouver. Ça a été un petit peu décevant, je pense, Groenewegen. Il s'attendait peut-être à mieux. Puis on a senti surtout qu'à la régulière, il avait du mal à battre Caleb Ewan. Il fallait qu'il sorte vraiment des très très gros sprints pour le battre. Donc un tour mitigé pour le coureur néerlandais. On passe à la Deceuninck avec Elia Viviani. Alors une victoire, c'était lors de l'étape 4, très bien emmené. Il peut dire un grand bravo au maillot jaune qui était Julien Lafilippe à ce moment-là. 4 top 3, 6 top 10, c'est des résultats plutôt bons, surtout après son Giro qui avait été très difficile, mais il nous avait quand même dit, Viviani, je mise tout sur le Tour de France cette année, après son Giro. Alors est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux, ça après on peut en douter, un coureur italien qui mise pas toute sa saison sur le Giro, quand même surprenant, pourquoi pas. Mais Viviani, on a senti qu'il en manquait encore un peu des fois, de temps en temps, du mal à trouver Richetze, malgré que Richetze soit un très grand poisson pilote, et puis un train qui était quand même assez réduit dans les derniers kilomètres, où ils n'avaient pas le bon timing, ils roulaient énormément pendant de nombreux kilomètres, et puis ensuite dans le final, il manquait un petit peu de main d'œuvre, ce qui est étonnant parce qu'il y avait qu'Henrik Mas et Julien Lafilippe qui étaient dédiés à la montagne, et Julien Lafilippe en première semaine il a fait quand même beaucoup de travail pour Viviani, mais je sentais que le train n'était pas toujours très performant. Il y a des coureurs qu'on a peu vus dans ce train-là, qui auraient pu participer. Un Dries de Venins aurait pu rouler un peu plus. Donc, un peu une déception, je trouve, du côté de la Deceuninck, du côté de Viviani. Puis ensuite, à partir de la deuxième semaine, il a fallu défendre ce maillot jaune. Ça lui a coûté beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça qu'en fin de Tour de France, il en manque. Il en manque forcément dans les sprints parce qu'il ne peut pas être aussi performant qu'un Caleb Ewan où l'équipe est tournée autour de Caleb Ewan. Là, l'équipe s'est retrouvée à être tournée autour de Julien Lafilippe, ce qui n'était pas prévu au départ. Donc voilà, la fin de Tour de France était un peu plus difficile pour Viviani. Après, on sait que Viviani il est en partance, peut-être pour la Cofidis. On sait qu'il y a des gros contacts. La Cofidis qui a quand même des directeurs sportifs italiens, donc ça pourrait le faire. Mais je pense qu'il a besoin un petit peu peut-être de changer d'air. Viviani, et surtout que ça soit sur lui qu'on mise entièrement du côté de son équipe. On passe à Trentin, 9 top 10, 2 top 3, une victoire d'étape, mais qui n'est pas au sprint lors de l'étape 17 où il avait été ultra costaud lors de cette journée. Alors Trentin, c'est difficile. Est-ce qu'on le met vraiment parmi les sprinters ? Il est quand même champion d'Europe sur un parcours plat. Mais c'est toujours difficile à savoir de la part de Trentin. Moi j'ai trouvé qu'il a fait un bon Tour de France dans un rôle d'équipier d'Adam Yates ou de Simon Yates. Le problème c'est que ces deux leaders, son leader c'est un peu foiré, c'était Adam Yates ce leader, c'était pas Simon, mais il a fait un gros travail, il était en très grande forme en montagne, mais peut-être que ce travail là en montagne a nuit un petit peu à ses performances du côté des sprints. Bon, après, il est quand même très régulier. Il fait beaucoup de 7e, 6e place dans ses sprints. Donc, c'est pas mauvais. Après, Trentin, c'est dommage, moi je trouve,
qu'on ne le voit pas plus aller chercher le maillot vert. Parce que c'est quand même un coureur qui passe bien la montagne, qui pourrait concurrencer Sagan, parce que cette année, Sagan n'a pas été non plus sensationnel. Il peut être régulier dans les sprints. C'est quand même dommage qu'il ne tente pas plus le maillot vert, au moins de concurrencer Sagan, parce qu'il pourrait faire un petit peu la même méthode que Sagan, partir en échappée et tenter énormément de fois de partir. On passe aux deux derniers du côté de Coucy-Coussa. On va aller vite sur eux. C'est Nicolo Bonifacio. Alors, ça aurait été Bonnedan, mais il a fait une bonne fin de Tour de France. De top 5, 3e aux Champs-Élysées, en étant bien emmené. Pour une fois, ça a été, je pense, la vraie erreur chez Total Direct Energy. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les équipes françaises, mais erreur de casting de ne pas avoir pris pour moi Adrien Petit et Thomas Bouda, qui aurait pu aider Bonifacio beaucoup plus. Il a été également handicapé par l'abandon précoce de Niki Terpstra, donc il a dû se débrouiller seul bien trop souvent, Bonifacio, mais il s'avère que même seul, il a réussi à faire de top 5, 3e aux Champs-Élysées. Il aurait pu faire un 3e top 5 dans l'étape où il percute un téléphone portable. Deuxième coureur assez rapide, là j'ai hésité entre Bonnedan et Coucy-Coussa, mais je le laisse en Coucy-Coussa, c'est Christophe, qui a fait un tour moyen. Deuxième de l'étape 4, 3 top 10, deux fois des 9e places pour Christophe. Décevant sa fin de Tour de France, où je pense qu'il est capable de faire mieux. Et puis, il a bien débuté, il a mal fini, Christophe, et puis des soucis avec son poisson pilote, où il y a une étape où son poisson pilote fait 7 alors que lui fait que 9. Et puis, du mal dans le placement, un peu trop inconstant. Alors après, il faut le comprendre, Christophe, cette année, il ne devait pas être le sprinter numéro 1 chez UAE, c'était Gaviria, normalement qui était prévu sur le Tour de France, sauf que Gaviria a eu des petits soucis au genou, donc il n'a pas pu faire le Tour de France. Il était prévu pour qu'il y ait un train pour Gaviria, un micro-train on va dire pour Gaviria, mais avec Christophe et l'autre lanceur, le coureur belge, je ne sais plus, qui a abandonné à la 12e ou 13e étape. Il aura manqué Gaviria en fait, c'était pas lui le sprinter numéro 1, donc il a fait les sprints, mais on sait que Christophe, je pense que maintenant la régulière il est plus capable de battre les gros. Malgré tout, ça reste un bon sprinter. Mais voilà, c'est un tour qui a été quand même pas si facile que ça pour Alexander Kristoff. On passe au Bonnedan. Et les Bonnedan sur ce Tour de France du côté du sprint. Et bien, on commence avec Sonny Colbrelli. Alors j'ai hésité pour Sonny Colbrelli entre tour moyen et mauvais Tour de France. Donc on est entre les deux. Un peu comme Alexander Kristoff. Il faudra une catégorie pour eux. 6 top 10. Donc ça montre quand même une certaine régularité sur les étapes. Malgré tout, Colbrelli il est un ton en dessous des 4-5 gros sprinters aujourd'hui dans le monde. Certes, il passe bien les côtes, mais ça s'est pas trop vu sur ce Tour de France. Par exemple, sur l'étape 17, on le voit peu. Il a beaucoup travaillé également pour Nibali. Il a fait beaucoup de travail pour Nibali dans les étapes où il partait en échappée. Puis, son meilleur résultat, c'est simplement 4e. 2 fois sur l'étape 5, l'étape 7. On attendait un peu mieux de Colbrelli quand même. Quand on a vu Nibali fait son 2e Tour de France, mais en même temps, après, pour Colbrelli, il n'y avait pas vraiment un train pour lui. Et je pense qu'on ne mise pas énormément à la Bahreïn sur Colbrelli parce qu'on se dit, c'est pas forcément le meilleur sprinter du monde. Et ils n'ont pas tort. Colbrelli, c'est pas le meilleur sprinter du monde. Mais si en plus tu lui mets pas un minimum de train, là, il peut vraiment pas concurrencer des Groenewegen, des Viviani, des Ewan, des Sagan. Parce qu'il manquait un petit peu de personnel chez Bahreïn. Et on avait mis beaucoup de monde autour de Nibali. Et c'est dommage également, c'est que je pense qu'un Mohoric devait l'aider et que des fois Mohoric il a fini devant lui sans qu'il y ait vraiment un travail d'équipier de sa part. Donc c'est un peu dommage dans ce genre de cas quand le poisson pilote fait pas bien son boulot. La Sunweb et Van Avermaet du côté de la CCC. On commence avec Michael Matthews. Un top 3, 8 top 10. Deuxième de l'étape 3. Matthews est déjà un gros manqué sur une étape où il aurait pu gagner au sprint et au final il se rate complètement. Ouais, pas grand chose à dire. Il avait dit avant le Tour de France qu'il n'était pas en très grande forme. Ça s'est vu. Sur les sprints massifs, il ne pouvait pas jouer la gagne. Par contre, l'étape Poissoir où je ne sais plus c'est laquelle, c'est en 2e semaine. Mais je crois que c'est l'étape que gagne Caleb Ewan,
Je suis en train de me dire, ça doit être la 11e ou la 16e, je sais plus. Où il y a son poisson pilote qui décélère, et lui il lance pas le sprint, alors qu'il faut lancer le sprint bien plus tôt, et au lieu d'être deuxième ou même de gagner l'étape plutôt facilement, eh bien, il se retrouve 9e de l'étape alors que c'était un sprint en petit comité. Donc voilà, c'est de déception au fur et à mesure, et puis je pense qu'il a perdu la confiance, et puis la crevaison aux Champs-Élysées n'a pas aidé. Ça a été de toute façon un tour compliqué pour la Sunweb, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à mieux du côté de Michael Matthews, c'est un peu dommage. Du côté de la CCC, l'équipe était quand même tournée autour de Van Avermaet et de Patrick Bevin, surtout Patrick Bevin a abandonné assez vite, le rouleur sprinter, on ne sait pas trop si c'est un sprinter ou si c'est plus un rouleur Patrick Bevin, mais j'ai toujours des doutes parce qu'il a quand même remporté en début de saison Tour de Under un sprint face au meilleur, face à un Caleb Ewan par exemple. Par contre là sur ce Tour de France il a été inexistant. Van Avermaet, c'est difficile à dire, il y a un top 3 sur l'étape 17, 4 top 10, meilleur résultat c'est 3ème donc de cette fameuse étape 17, mais il en manque, et puis on sent que c'est plus un sprinter. De toute façon, Van Avermaet, c'est un puncher, c'est un coureur de classique, mais c'est plus un sprinter. Et avoir misé toute l'équipe sur lui, parce que c'est un peu ce qu'a fait la CCC l'année dernière, on mise tout sur Van Avermaet pendant l'intersaison, la trêve hivernale. Déjà, il n'a pas été très performant, il faut le dire, sur les classiques flandriennes. Puis là, il s'est encore un petit peu raté sur ce Tour de France. Donc c'est une déception. Et puis là, après, on entame les gros bonnets d'âne, mais on va les faire rapidement, ceux qui se sont complètement ratés. Boasson-Hagen, un top 10. Donc son meilleur résultat c'est lors de la dernière étape où il part de très très loin, mais sinon ils sont bien ratés de toute façon chez Dimension Data sur ce Tour de France, assez inexistant parce qu'on les a pas plus vus en montagne. Ça a été assez compliqué pour Dimension Data. Et puis on finit avec Cofidis, Christophe Laporte qui a abandonné, un seul top 10 lors de l'étape 4 mais jamais vraiment dans le coup. Katusha, Rick Zabel également abandon. Aucun top 10 pour Isabelle, c'est celui qui c'est le plus gros raté de toute façon sur la Katusha sur ce Tour de France, c'est eux qui ont été les moins bons sur ce tour. Aucun top 10, pourtant il avait un train, lui, il y avait des mecs qui roulaient pour Zabel, mais il n'a jamais été très performant avec un début Scurry qui ne l'a jamais très bien emmené. Meilleur résultat, 16ème de l'étape 7. Et puis André Greipel, un seul top 10. C'est lors de la dernière étape, un peu comme Boasson-Hagen. Il a été assez inexistant pendant tout ce Tour de France. André Greipel, c'est bien dommage pour le coureur allemand, pour le gorille de Rostock. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et puis, nous, on se retrouve donc pour parler des leaders du Tour de France. Et puis, pour parler également de mon avis sur la course. Ça sera la dernière vidéo. Ça sera, je pense, là, on est mercredi. Donc, ça sera vendredi normalement. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.